Je laisse la parole à notre gouverneur, Jacques Petit. Merci Jean-Pierre. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Alors, merci d'être présents et merci de manifester par votre présence votre intérêt pour l'action professionnelle et puis pour le Rotary d'une façon générale. Alors, je vais faire un très court rappel des épisodes précédents, vraiment un condensé pour ceux qui n'auraient pas été là la première fois. Alors, on se rappelle tous que l'année dernière, à peu près à la même époque, il y a eu une urgence sanitaire et de nombreux clubs se sont lancés dans des actions anti-Covid. Et une nouvelle fois, je les félicite, bravo. Mais rapidement, c'est quand même dessiné à l'horizon une nouvelle crise, qui plus économique et sociale, qui nous a amené à nous questionner. Alors, sur la crise économique, peut-on rester sans rien faire alors que certains de nos amis, parfois rotariens, sont véritablement dans la difficulté? Nous questionner sur le Rotary et sa place dans la cité. Le Rotary ne se veut-il pas intégré dans la vie de la cité? Et puis nous interroger aussi sur ce que nous sommes, sur les bases historiques du Rotary. Et il est clair que les Rotariens se définissent volontiers comme des professionnels qui mettent leurs compétences en commun au service de la collectivité. Donc il est clair que l'action pro est bien dans l'ADN du Rotary et du Rotarien. Et tout ça a amené à la création de la commission Action Pro à l'été 2020. Je remercie particulièrement Jean-Pierre Ripoll du club de Vannes, donc d'avoir accepté d'être le premier président de cette commission. C'est toujours un travail un petit peu plus difficile, je pense, d'être le premier, de structurer tout cela. Il a été très vite entouré d'une forte équipe, Jérôme de Michelet, de Brest, qui sera d'ailleurs le président l'année prochaine dans l'équipe de Michel. Merci Jérôme. Et puis Hervé Giquel de Saint-Brieuc, Patrick Renaudin de Rennes, Jean-Luc Chaplet de Laval et Henri Julien de Vannes. Il y a eu deux orientations initiales, vers les TPE, vers les jeunes. Vers les TPE, avec une action d'écoute et d'orientation vers les TPE. Et puis une action jeune autour de l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. Tout ça, ça vous a été présenté en janvier. Et nous avions annoncé à l'époque que nous ferions un second webinaire pour parler un petit peu de l'évolution, de l'avancement et de l'évolution de ces deux actions. Alors aujourd'hui, deux choses. On va donc parler de cela, parler du point d'étape sur les premiers projets. Et puis on va faire un focus aussi sur de nouvelles actions. Une très belle action Adi Rotary qui nous sera présentée par Henri Julien, qui je pense peut être bénéfique autant pour les clubs que pour les bénéficiaires finaux. Et puis une magnifique action, l'école de production, qui nous sera présentée par Robert Jeanbrun. Alors je redonne la parole à Jean-Pierre et à tous les acteurs de cette très belle commission. Merci, cher gouverneur, merci Jacques pour ces mots de bienveillance pour qualifier cette action professionnelle dont la diversité aujourd'hui se fait sentir avec toutes les actions qui vont être présentées aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je voulais parler de faire ce retour d'expérience par rapport au mois de janvier, quand on vous avait présenté les actions qui avaient été engagées depuis fin 2020. Donc, comme l'a dit Jacques, deux cellules coup de pouce, que nous avons baptisées coup de pouce, ont été mises en place. Une d'écoute et d'orientation pour les TPE, qui a réuni les trois clubs de Vannes, je tiens à le souligner, ça c'était un bel exemple d'interclub. Et également pour l'aide à l'insertion professionnelle pour les jeunes, alors, qui a été mis en place à Brest, et Jérôme nous en parlera avec la Business School, et Vannes avec la mission locale. Donc, on s'est appuyé sur une communication qui était club et interclub. On a donné, fait un communiqué de presse et donné une interview à la presse locale. Et puis, on s'est appuyé sur des partenaires, on s'est adossé sur eux, et notamment la mission locale du Pays de Vannes, et puis la Business School, dont Jérôme nous parlera tout à l'heure, qui sont des partenaires qui nous apportent les CV, les candidats, donc les jeunes pour lesquels on va devenir parrain. Voilà. Et puis,
cette action au coup de pouce, elle permet une animation vis-à-vis de nos clubs, en faisant témoigner en visioconférence, bien sûr, les jeunes pour qui on a trouvé des solutions, et puis les membres de cette commission qui permet de donner un peu de vie à notre club qui peut en manquer aujourd'hui compte tenu de l'absence des actions habituelles que nous faisions dans un passé pas si lointain. Et le suivi des actions dans la durée, c'est parce que c'est important de suivre les jeunes que l'on parraine. Ça leur apporte un support, eux qui ne connaissent pas encore tous les codes du monde de l'entreprise. Alors, pour la cellule TPE, ce qui a été réalisé, c'est qu'on a établi des visioconférences qui se tiennent une fois tous les 15 jours et plus en période de crise qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Hein, alors, notre équipe, elle est composée de 8 membres, 8 membres dont la compétence est reconnue dans divers domaines, l'expertise comptable, un juriste, des chefs d'entreprise et des personnes qui sont compétentes en stratégie d'entreprise. Donc, comment procède-t-on? On étudie un cas. On fait une étude de cas sur la base d'une fiche signalétique que l'on a fait avec Henri, qui reprend la problématique avec des indicateurs financiers, commerciaux, ressources humaines, juridiques, et on discute et on analyse par échange de mails. C'est assez courant, et on analyse le cas. Alors, ça peut être un problème de business model. Hein. Est-ce que le marché dans lequel se trouve la personne est le bon niveau aujourd'hui, hein, ou est-ce qu'il ne faut pas se remettre en question? Il faut se réinterroger régulièrement sur le business model, sur le business plan également. Est-ce qu'il est cohérent? Et regarder tous les éléments juridiques et tous les éléments liés à l'animation des ressources humaines. Voilà, donc on partage ces avis en visioconférence et ensuite on décide d'une orientation. Alors, pour faire ce point, on avait 5 cas que nous avions étudiés et nous avons orienté 2 entreprises. Voilà. Alors, pour le moment, c'est peu de cas chauds, hein, entre guillemets, car les aides, les PGE jouent un rôle d'amortisseur. Hein. Et donc, comme les tribunaux de commerce sont loin d'être encombrés, les règlements judiciaires, les liquidations judiciaires sont quasi inexistants aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on met à profit ce temps un peu particulier pour essayer de répondre à des orientations, à des conseils, à des avis. On n'est pas dans le traitement, et encore une fois, on s'en défend, hein, on n'est pas dans le traitement. On analyse, on canalise et on donne une orientation et on oriente vers des dispositifs ad hoc. Voilà. Aujourd'hui, ces cas sont… on n'a pas encore eu des problèmes très chauds, comme je l'ai dit, mais on a préconisé 2 solutions et on a renvoyé vers des dispositifs existants. Notamment, on a parlé de possibilités techniques pour trouver du financement, pour trouver plus de cash par des systèmes de leaseback, de conduite et de surveillance de société, des problèmes liés à la stratégie d'entreprise, au management des ressources humaines, etc. Voilà, aujourd'hui, on est préparé pour affronter, je dirais, une période plus chaude qui devrait intervenir peut-être à partir du mois de septembre. Voilà. Aujourd'hui, les défaillances, comme je le rappelle, sont très limitées, mais elles risquent d'exploser à partir du moment où les remboursements de PGE, les prêts garantis par l'État, seront exigés d'être remboursés. Donc,
Mais bien évidemment, les autorités gouvernementales semblent s'engager pour un remboursement progressif de ces prêts. Donc, on attend cette période et on est un petit peu inquiet malgré tout. Voilà, alors la cellule jeune, quant à elle, pour en parler un peu plus en détail, on a travaillé avec la mission locale. Il y a 12 personnes qui parrainent dans notre équipe, qui réunit les 3 clubs de Vannes. Les CV nous sont présentés par la mission locale. Ensuite, on reçoit le candidat et on aide à la rédaction d'un CV, par exemple. On le prépare à un entretien d'embauche en lui donnant les points centraux sur lesquels il doit s'appuyer. Et puis, ça peut être aussi des actions de réassurance si on a des problèmes de jeunes qui perdent un petit peu les moyens devant un chef d'entreprise ou devant un intervieweur. Donc, on joue un peu le rôle de soutien psychologique également. Et puis, on accompagne quand le jeune arrive à trouver un emploi durant la période d'essai. Aujourd'hui, on a 7 jeunes qui ont été aidés à ce jour et 3 qui ont trouvé une solution, dont 2 embauches, et ça, on est content, et un stage qui est suivi d'une alternance. Et ce que je peux dire, c'est que les membres, aujourd'hui, étaient un petit peu sceptiques. Aujourd'hui, voient bien la nécessité d'accompagner les jeunes aujourd'hui. Bon, il y a eu une action qui devait être réalisée, et je l'ai noté, c'était une action de job dating, de mise en contact de plusieurs jeunes avec des organismes de formation pour les préparer à un entretien d'obtention d'un contrat d'alternance. Ça n'a pas pu se tenir du fait des mesures sanitaires renforcées qui ont été mises en place fin mars. Voilà, donc on doit aider en gros 18 personnes. On espère avec la mission locale qu'on pourra renouveler cette action de mise en contact, de job dating, mais on n'en est pas sûr et on risque de le faire plutôt à la rentrée. Voilà, et puis comment on s'appuie sur quoi pour faire cette action? Par des visioconférences régulières avec la cellule, à des fréquences tous les 15 jours, et puis aussi des entretiens, bien sûr, ad hoc, avec les filleuls, en présentiel cette fois-ci, et quelquefois avec la mission locale pour faire des points réguliers sur l'action. Voilà, je passe la parole à Jérôme pour qu'il nous parle de son action avec sa business school. Oui, merci Jean-Pierre. Pour la business school, en fait, on est parti de l'idée que certains jeunes n'arrivaient pas à avoir de stage en entreprise, puisqu'on connaît tous les grandes difficultés qu'ont beaucoup d'entreprises déjà à recevoir leurs propres employés lorsqu'on leur demande de maintenir les employés en distanciel plutôt que les recevoir. Donc, c'est évidemment pas le moment de s'encombrer avec un jeune. Et en plus, d'autres entreprises sont en difficulté et la première personne qu'on sacrifie, c'est le stagiaire. Donc, on avait imaginé qu'il y aurait beaucoup de jeunes en études qui n'auraient pas de stage ou d'alternance. Et on avait proposé à 2 établissements d'enseignement supérieur de compenser cette absence de stage par du coaching organisé par les Rotariens, sachant que tous les Rotariens ont par définition une expérience professionnelle très importante et du coup, pouvaient tous devenir des coachs pour des jeunes qui, eux, n'ont pas d'expérience professionnelle par définition. Au résultat, sur les 2 établissements pressentis, il y en a un avec lequel nous avons poursuivi les discussions jusqu'à établir une convention, c'est Brest Business School. Mais cela dit, on aurait très bien pu faire avec plein d'autres établissements. On aurait pu envisager de le faire avec des écoles d'ingénieurs, avec un institut d'administration des entreprises, avec la fac. Il y a beaucoup d'établissements supérieurs, et d'ailleurs pas seulement supérieurs, qui ont des besoins analogues.
mais on s'est limité simplement parce qu'on n'avait pas assez de coachs pour traiter tous les élèves qui nous ont proposés. Donc, rien qu'avec Brest Business School, ils nous ont proposé une liste de plus de 40 élèves et on a trouvé des coachs que pour la moitié d'entre eux. Donc, en fait, du point de vue de Brest Business School, ils peuvent se dire que le Rotary, finalement, n'arrive pas à trouver suffisamment de coachs. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché à étendre vers d'autres établissements cette proposition. Maintenant, sur la vingtaine d'élèves qui ont été coachés, on se rend compte qu'il y en a une moitié pour lesquels les coachs ont eu de bonnes relations. C'est très simple, hein, c'est du coaching. Donc, on discute avec la personne sur une visioconférence prise à l'initiative du coach et de l'élève, et puis on discute un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, quel est son CV, quelle est sa lettre de motivation, éventuellement lui donner deux, trois conseils, et de manière beaucoup plus importante, comment il envisage sa vie professionnelle, parce que les jeunes qui n'ont pas connu d'entreprise se font plein d'idées, ou plutôt ne s'en font pas assez, et c'est important de discuter avec une personne un peu plus expérimentée pour lui dire « Ah ben oui, mais ce que tu penses, ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt dans telle option, etc. » de manière à ce qu'ils puissent orienter la fin de leurs études vers ce pourquoi ils sont faits. Donc, sur la vingtaine d'élèves qui ont été effectivement coachés, il y en a une moitié qui ont bien accroché et une moitié qui finalement n'ont pas donné suite. Donc, on voit que ce n'est pas non plus l'osmose merveilleuse entre le monde des Rotariens et le monde des élèves. Donc, à retenir, premier point, c'est très simple. Ça ne nous a pas coûté 1 €. C'est faisable par n'importe quel Rotarien, même retiré des affaires, même depuis plusieurs années, même quelqu'un qui ne connaît pas l'industrie parce qu'il a été dans l'administration, tous les Rotariens ont la possibilité de faire une action. Le seul requis, c'est de vouloir faire une action, et on a trouvé plein de Rotariens, et tous ceux qui l'ont fait ont réussi. C'est vraiment qu'une question, est-ce qu'on veut faire ça ou pas? Donc si on veut, on y arrive, et on est efficace. Après, effectivement, comme dans toute action, le retour peut être bon ou moins bon, c'est comme ça. Donc, à côté de ça, il y a un contact entre le Rotary, donc c'est assuré par moi-même, où je coordonnais l'action de plusieurs Rotary. On a été 3 clubs à fournir des coachs, et l'encadrement de Brest Business School, qui suivait un petit peu ce qu'on devenait. C'est comme ça que j'ai établi les statistiques que je viens de vous livrer. Au bilan, c'est une action qui est très simple, qui est sympa pour les coachs, parce que ça les a mis en contact avec des petits jeunes qui en veulent, malgré les difficultés du Covid, qui est très simple à réaliser pour tous ceux qui l'ont fait, et qui a des retours plus ou moins bons. Rien n'est jamais parfait. C'est déjà pas mal d'avoir réussi pour une vingtaine de jeunes à les accompagner. Bon, je crois que j'ai suffisamment développé cette action-là, mais elle aurait pu être faite, comme je l'ai dit, pour d'autres établissements, pas nécessairement supérieurs, mais pour les clubs qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'enseignement supérieur élaboré. Je pense que la même chose peut être faite avec l'apprentissage ou d'autres formations pour lesquelles les jeunes ont un petit peu de mal à trouver des stages. Jean-Pierre, tu veux que j'embraye sur l'action professionnelle au profit des clubs eux-mêmes? Oui, c'est la slide qui est présente là, oui. D'accord. Donc, pour l'action professionnelle elle-même, je pense que j'ai déjà bien abordé le sujet pour dire que malgré le Covid, malgré l'impossibilité de se réunir et la difficulté de faire pas mal d'actions et la difficulté de lever des fonds pour faire ces actions, eh bien pour les 3 clubs qui ont participé à cette action envers les jeunes, on a pu réaliser notre idéal de Rotarien, d'agir pour la collectivité, d'agir pour la communauté où on évolue, et de rendre des services qui mettent en œuvre notre compétence professionnelle. Alors si ça, c'est pas Rotarien, je ne sais pas ce que c'est qu'être Rotarien. En tout cas, tous les participants ont retenu que, malgré les difficultés, on a agi. Donc ça, c'est génial. Et je pense que c'était le but que je cherchais
en même temps que de rendre les services attendus, c'était également de rendre les services pour mon propre club et de l'étendre aux autres clubs. Donc non seulement ça s'est réussi, mais en plus on a fait de l'interclub. Et on s'est rapproché des autres clubs. Paradoxalement, on a un peu plus de relations avec les autres clubs du secteur que ce qu'on aurait eu normalement s'il n'y avait pas eu le Covid. L'autre point que je vois, on avait mentionné au départ que l'action professionnelle, c'était aussi un état d'esprit, développer en interne à chaque club les présentations de type professionnel. Hein, donc, plutôt que le club parle uniquement de choses et d'autres, mais pas nécessairement métier, j'avais mentionné déjà que c'était important pour les clubs de développer le côté professionnel du Rotary. Eh bien ça, je vois avec toutes les conférences qui sont lancées maintenant régulièrement à travers le district, il n'y en a pas tous les jours, mais il y en a plusieurs par semaine, et des conférences de très bonne qualité et qui sont ouvertes en plus à tout le district. Donc là, c'est à nouveau, on arrive à développer des outils maintenant qui développent le côté professionnel de bon niveau, de très belle tenue, et en plus développent l'interclub. Donc finalement, on arrive à faire pas mal de choses, un petit peu poussé par le Covid, mais pour développer l'action au profit des clubs eux-mêmes. Jean-Pierre, je te rends la parole. Merci Jérôme pour toutes tes explications qui ont été très claires et très pertinentes. Et merci pour l'action que tu conduis au sein de ton club et des autres clubs pour animer nos membres. Et c'est une très belle tâche, enthousiasmante en tout cas. Quel est notre rapport d'étonnement quelques mois après la mise en place de ces actions? Comme vient de le dire Jérôme, il y a une dynamique des clubs qui peut être relancée face à cette situation de crise et qui n'est pas quelque chose qui exclut les actions caritatives qui existaient auparavant, hein, sauf qu'elles sont beaucoup plus mises en sommeil par le fait qu'on ne peut plus faire de collecte, qu'on ne peut plus se réunir et que c'est devenu plus compliqué. Donc c'est une complémentarité qui donne de la vie à nos clubs et vraiment, comme l'a dit Jérôme, les actions que nous vous proposons sont des actions simples de mise en place. Et puis on a trouvé en face de nous des gens, des partenaires qui sont contents de nous voir arriver et de les aider à parrainer ces jeunes, je pense aux jeunes notamment, hein, qui ont besoin d'avoir un petit peu des guides, des tuteurs, des mentors. Donc, on envisage, et on l'a fait déjà, de faire témoigner des jeunes qui trouvent chaussures à leurs pieds, et même ceux pour lesquels ils n'ont pas encore trouvé un job, de venir témoigner sur ce que leur apportent les Rotariens. Autre point d'un rapport d'étonnement, c'est que ces nouvelles actions se font dans un domaine complexe, hein, avec des actions qui étaient méconnues, hein, dans une crise inédite et qui malheureusement a tendance à durer. Et on a découvert des fragilités qu'on n'imaginait pas, hein, on n'imaginait pas les petites entreprises, les très petites entreprises confrontées à ces problèmes. On a vu des inégalités qui se creusaient dans le monde professionnel et dans le monde des jeunes. Donc cette action, elle montre tout son intérêt. Elle s'inscrit dans la durée parce que cette crise qui deviendra économique et sociale, ça va durer avant que tout se remette à l'endroit. Donc, c'est une bonne chose et nos clubs le découvrent. Et puis, cette action, ça permet un rapprochement des membres du Rotary avec le monde de l'entreprise, qu'on connaît peut-être mal, qui est un monde un peu méconnu, où il y a aussi de la détresse, de l'humain, et qu'il va nous falloir aider pendant encore très longtemps. Et puis, on l'avait dit dès le départ, cette action professionnelle, il faut qu'elle s'enracine dans nos clubs, car on doit faire face à toutes ces difficultés et aider tant les jeunes que les très petites entreprises à retrouver du travail et de la dignité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le retour d'expérience.
Et je passe tout de suite la parole, parce que le temps presse, à Yann Guillou, qui est président du Rotary Club de Fouesnant Sud Cornouailles, qui va nous parler de son projet. À toi, Yann. Bon, merci. Bonsoir à tous. Donc, c'est pour vous parler d'où on en est aujourd'hui sur 1 euro, un projet, un emploi. Donc, petit rappel en fait sur la deuxième slide. C'est parti de l'idée en 2015-2016 d'une idée simple. C'est une volonté, agir pour l'économie locale et mettre en avant de jeunes entreprises locales et aider à la création d'emplois. C'était l'idée des 2 premiers clubs en 2015-2016 de Quimper. Depuis, donc voici comment est-ce qu'on est parti, c'est-à-dire, oui, la slide 2. C'est-à-dire que voici les critères en fait de ce concours. C'est une bourse aux entreprises qui est ouverte en fait à tout porteur de projet âgé depuis 18 ans, qu'il s'agisse de création ou de reprise d'entreprise, et surtout quelle que soit la nature et le secteur d'activité. Par contre, il faut que ce soit uniquement sur le territoire de la Cornouaille et des entreprises qui doivent être immatriculées dans l'année. Comment se déroule cette action? C'est qu'en fait, ces porteurs de projets doivent déposer par un simple mail leur candidature, généralement avant fin février. On leur envoie un dossier très simple qu'ils doivent compléter. Ensuite, ils sont donc contactés et reçus par des membres rotariens pour un premier entretien avec l'idée avant tout de les écouter, de les mettre en avant, de regarder et de voir où ils en sont dans leur projet. Il y a certaines fois, alors qu'on soit bien d'accord, on n'est pas des business angels, on est là avec le caractère humain du Rotary en disant c'est tous les petits dossiers qui justement ne sont peut-être pas regardés par un accompagnement financier important, mais c'est le parcours en fait des uns et des autres qui est souvent le plus important dans ces entretiens. Ensuite, donc, un jury composé des membres du Rotary et de partenaires se tient généralement donc fin mars pour pouvoir départager une dizaine à une douzaine de lauréats qui sont mis en valeur lors d'une cérémonie de remise des prix. Donc, jusqu'à présent, on le faisait au mois d'avril. L'année dernière, ça a dû se faire en catastrophe. Ça a été reporté et on l'a pu le faire le 1er octobre. Et cette année, c'est calé pour le 10 juin. Chaque année, bien évidemment, ces 10 lauréats reçoivent des lots, qu'ils soient donc soit en nature, c'est-à-dire que c'est de la prestation, c'est de l'accompagnement, c'est du coaching, soit en prestation, pardon, sur présentation de facture, soit en prestation. Et donc, on va chercher des partenariats en sachant que cette année, 100% des partenariats sont des rotariens, c'est-à-dire qui vont accompagner ces lauréats. C'est donc cette année la 6e édition, d'où le petit logo à la fin, Rachid, s'il te plaît. Donc, cette année, on est bien sur la 6e édition de ce prix à la création d'entreprise. Slide suivant. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire qu'on est organisé en interclub. On a commencé à deux clubs organisateurs en 2015-2016. Et aujourd'hui, on est 6 clubs. Donc, voici donc Quimper, Quimper-Audet, Concarneau, Fouesnant, Sud-Cornouailles, le e-club Agora et le Douarnenez-le-Cap. Donc, on est 6 clubs, sachant qu'en fait, on a un petit comité de 4 personnes qui pilotons, tout ce qui est logistique, entretien et trésorerie. Et ensuite, c'est entre 15 à 20 membres qui, pour organiser les entretiens, alors cette année, on est 100% en visio bien évidemment, sont organisés pour accueillir et recevoir. La slide suivante, c'est la petite photo du jury. Donc, le jury de l'année dernière, où on voit des partenaires et des membres. Et là, c'est vrai que c'est vraiment l'écoute, puisqu'on va répondre vraiment aux besoins des candidats pour savoir, par rapport au partenariat, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Les dossiers sont apportés par des réseaux, l'ensemble, que ce soit des pépinières, la chambre d'agriculture ou autre, pour se terminer par une dizaine de lauréats que vous voyez en photo. Ça, c'est les lauréats de 2019, que l'on va suivre, bien évidemment, chaque année, puisque les clubs réinvitent tel ou tel lauréat pour faire leur présentation et les suivre dans le temps. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Dans le retour en fait, d'expérience plus personnelle, je dirais qu'on est vraiment dans l'axe stratégique développement économique local.
mais également, en fait, c'est la mise en avant du potentiel économique des membres rotariens. C'est de l'interclub, comme vous commencez à le vivre justement par ce que j'ai entendu juste précédemment. De l'interclub, c'est avant tout du partage et on découvre ensemble à la fois des membres, puisque comme on est de plusieurs clubs, c'est vraiment très enrichissant, et à savoir que finalement, on ne sait plus si tel ou tel est le tel club, mais on agit ensemble. Donc, c'est découvrir des membres, bien évidemment, c'est apprendre à travailler ensemble comme au Rotary, mais c'est aussi découvrir en fait des entreprises, des métiers. C'est apprendre, je vais prendre mon exemple personnel, c'est-à-dire que j'étais plutôt contre les réseaux sociaux. Cette année, j'ai lancé la page Facebook 1 euro, un emploi, et on va lancer les vidéos YouTube pour être sûr de pouvoir être en direct, faire la remise des prix. Et on souhaite que cette action soit avant tout un outil de promotion et de développement des clubs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un ancrage local, mettre en avant ce que le Rotary et l'action professionnelle est capable de faire. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi, bien sûr, développer nos clubs. Je vous remercie de votre attention. Merci Yann de cette brillante intervention. Je crois que ça a passionné tous ceux qui nous écoutent et nous regardent ce soir. C'est un beau projet, mais très vivant et très riche, et apparemment il est bien rodé. Et il a entraîné les 6 clubs. Bravo, bravo pour cette action. Bon, sans plus tarder, je passe la parole maintenant aux nouvelles actions, et notamment l'action de l'ADI. Et je passe donc la parole à Henri Julien. Bonsoir. Alors, Rachid, peux-tu nous mettre une diapo? Merci. Alors, je rappelle juste en 2 minutes le contexte qui avait été discuté avec le comité et avec Jacques Petit il y a déjà quelques mois, le temps passe vite. Le constat, c'était moins d'actions dans les clubs compte tenu de la Covid. Hein, les actions de bénévolat habituelles, on les voyait moins. Deuxième point qui était non négligeable, c'est qu'en fait, dès le début de l'année, on a vu que notamment parce que les actions avec les envois de students à l'étranger où l'accueil de students ne pouvait se faire, le district dégagerait quelques excédents financiers. Il y avait des actions habituelles qui ne se faisaient pas. Et puis, on pensait dans les discussions, notamment avec le gouverneur, qu'il y avait des choses à faire en lien avec l'action professionnelle. Et ça, c'était dans le cadre, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est dans le cadre de l'inclusion, une meilleure inclusion du Rotary dans la vie de la cité. Donc, dans ce contexte-là, que pouvait-on proposer au club? C'était une idée forte du gouverneur, c'était de dire il y a des choses qui se font, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas au club? Il ne s'agit pas de faire pour les clubs, ni d'imposer au club, il s'agit de proposer quelque chose au club qui, cette année, ont un petit peu plus de mal à lancer des actions. Alors, on s'appuyait sur ce qui vient d'être dit par Yann Guillou, ce que fait le club Cornouailles, les clubs de Cornouailles, ce qui est formidable, mais c'est lourd comme structure parce que ça suppose des partenariats. Eux, ils en sont à la 6e année, donc le rodage est fait notamment pour obtenir des dossiers parce qu'il y a des partenaires extérieurs. Nous avions de notre côté au club de Vannes fait une action de ce style-là à Club de Vannes. Il y avait 3 clubs qui participaient pour des entreprises de technologie. On a fait ça il y a 3 ans et on avait vu que c'était faisable, mais ça prend du temps de monter quelque chose. De la même façon, le club doré, donc Lionel Lebrun nous avait ouvert la voie en faisant une action avec l'ADI. Et cette action dont il va parler tout à l'heure ou dans quelques instants, et qui est une action qui nous a semblé tout à fait intéressante, nous a donné des idées. Et puis plus récemment, et ça c'est Jacques Petit m'a communiqué les retours qu'il avait eu d'autres districts. D'autres districts ont fait des actions vers les entreprises parce que c'était probablement les circonstances qui amènent à s'orienter vers les entreprises parce qu'un certain nombre d'actions traditionnelles ne peuvent se mener. Donc, fort de ce constat, on a recherché ce qui pouvait être proposé au club de simple et d'efficace.
et ça a été dit tout à l'heure, faisons simple. Essayons de faire simple, essayons de faire rapide. J'ai déjà dit du bien de ce qu'a fait Lionel Lebrun et je me suis dit que l'ADI pouvait être le partenaire à ce moment de l'histoire pour nous aider à faire quelque chose. Pour moi, l'ADI est une institution, une institution qui a du sens dans la mesure où Maria Novak, qui l'avait montée, en avait fait une très belle aventure. Pouvoir remettre dans le chemin de l'emploi, le chemin de l'entreprise, des gens qui sont exclus, notamment des financements classiques à travers les banques. Donc, pouvoir faire des prêts d'honneur à des micro-entrepreneurs qui créent leur structure, je trouvais que c'était une belle action dans la mesure où on soutient un homme derrière un projet, mais on soutient plus l'homme que l'entreprise dans le sens capitaliste du terme. Et comme l'a dit Yann Guillou pour son opération, je pense que c'est bien en phase avec nos valeurs. Le développement économique local, même si dans le sens du Rotary international, c'est plutôt dans les pays en voie de développement, je pense que ça a du sens, même chez nous. L'aide à la personne, ça a du sens aussi. Et puis, c'est tout à fait en phase avec notre action coup de pouce professionnelle du district. Donc, l'ADI nous semblait être le bon interlocuteur. Et je suis tombé sur Madame Kerzero, qui est la directrice de l'ADI Grand Ouest, qui a été tout à fait enthousiaste dès le départ et qui a tout à fait compris ce que l'on voulait faire avec elle. Le contact a été excellent parce que chaque fois qu'il y avait des questions, elle a répondu par retour. Elle avait promis d'envoyer des dossiers avant fin mars et on a reçu les dossiers le 29, enfin j'ai reçu les dossiers le 29 mars. Donc elle a tenu tout à fait ses promesses et en tout cas à mon niveau, ça s'est très bien passé. Donc le schéma était très simple. C'est de ma part une proposition de participation à cette action qui a été faite au club du district. Il y a 12 clubs qui ont répondu et qui se sont engagés dans l'action. L'ADI pouvait proposer aux clubs participants une ou deux entreprises à financer. En fait, pourquoi une ou deux on avait dit deux parce que ça donnerait du choix au club, mais malheureusement, il y a eu deux endroits où il n'y avait pas assez de dossiers à présenter qui répondaient un peu aux critères. Donc, l'ADI propose au club des dossiers. Après ça, se crée un contact avec les délégations ADI, mais j'ai l'impression qu'il y a une question qui se pose ce soir, mais ça, on va la résoudre très rapidement. Les clubs choisissent l'entreprise si elle leur convient ou si les entreprises proposées, les dossiers proposés ne conviennent pas, eh bien, rien ne se fait. Mais en tout cas, les clubs ont la main pour choisir le dossier. Et après ça, le financement se fait par le club ou un financement mixte entre le club et le district. C'est ce qui avait été évoqué, sachant que on avait dit, mais c'était l'expérience à la fois de Lionel Lebrun et l'expérience de l'ADI, des financements, c'est autour de 2 000 euros, des financements pour des. Alors, ce sont, je précise bien, l'ADI, elle fait des microcrédits qui vont entre 2 et 10 000 euros, et nous intervenons par un petit coup de pouce qui est un don au porteur du projet, au chef d'entreprise. Un don, ça n'est pas un crédit. Et puis, bien sûr, derrière ça, une action de communication locale avec l'ADI, de façon à faire connaître notre action, faire connaître le Rotary et faire connaître en même temps ce partenariat ponctuel entre l'ADI et le Rotary. Et aujourd'hui, il est ponctuel, peut-être que ça continuera. Alors, ce qu'on a reçu, c'est le point de la situation au 11 avril, 11 dossiers pour 7 clubs. Les fiches que j'ai reçues, que j'ai fait passer au club, sont, de mon point de vue, bien faites, c'est-à-dire qu'il y a les coordonnées du porteur du projet et de l'entreprise, le descriptif de l'action, la relation avec l'ADI, quel type d'accompagnement l'ADI fait, puisque l'ADI, c'est non seulement du financement, mais c'est aussi de l'accompagnement des projets. Et à titre d'exemple, j'ai eu récemment les chiffres de l'action de l'ADI en Bretagne en 2020. C'est 643 entreprises financées et c'est 3245 accompagnements de projets, c'est-à-dire que l'ADI a fait des financements les années précédentes et continue d'accompagner ces micro-entrepreneurs. Et donc 3245 accompagnements, ce qui est quand même tout à fait significatif.
dans le dossier, il y a aussi un petit paragraphe sur l'impact de la crise, puisque ce que j'avais préconisé, c'est que l'ADI nous propose des dossiers d'entreprises qui méritent d'être accompagnées parce qu'elles ont soit des investissements à faire, soit que la crise les met en difficulté, c'est le cas des commerces pour le moment, et qu'elles auront besoin d'un petit accompagnement, un petit soutien pour redémarrer. Et puis, deuxième fiche, c'est l'accord du demandeur, puisque pour tous ces dossiers, l'ADI a pris le soin de demander à l'entrepreneur en question s'il était d'accord pour avoir participé à cette action du Rotary, et donc les fiches sont bien faites. Donc, les profils, eh bien, dans les dossiers qui nous sont présentés, il y a 8 femmes et 3 hommes. Il y a 4 dossiers sur lesquels il y a des investissements, et il y a 7 dossiers, ce sont des renforts de trésorerie qui seront nécessaires en sortie de crise. Et les métiers sont très divers. Il y a des commerces, il y a une maroquinerie, donc fabrication de sacs. Il y a une entreprise dans le domaine du bien-être, une entreprise de coiffure, une entreprise de menuiserie et une entreprise de spectacle. Voilà, donc moi j'ai envoyé les dossiers au club le 2 avril. Chaque club maintenant a la balle entre les mains pour analyser les dossiers transmis, demander éventuellement des compléments. C'est arrivé pour un club de Rennes qui demandait des compléments sur un dossier. Un contact avec l'ADI. Alors, si je comprends bien, ce soir, il y a un club qui a du mal à créer le contact, on va le créer rapidement. Et si le dossier convient au club, s'il y a un dossier qui convient au club, eh bien, entre le club et l'ADI et le chef d'entreprise, bien sûr, organisation de la remise de prix en présence de l'ADI et puis une opération de communication vers les médias locaux. Voilà le schéma simple. Je pense que Madame Kerzero, d'ailleurs, m'a mis un mail ce soir, là, juste avant la réunion, pour demander où en étaient les clubs. Je vais faire le tour des clubs dans les jours qui viennent et je pense que l'opération a démarré. Alors, il y a juste un petit bémol, manque à ce panorama trois clubs qui sont les 3 clubs de Vannes qui souhaitent participer, c'est-à-dire Vannes Port du Golfe et Vannes Atlantique, qui sont inscrits pour l'action. Mais pour le moment, l'ADI n'a plus de délégué au niveau de Vannes, le délégué est en train de changer. Et Mme Kerzero attend le nouveau délégué pour qu'il choisisse les dossiers à nous faire passer. Donc ça va prendre quelques semaines. Mais en tout cas, il y a en plus des dossiers que je vous ai présentés, les 3 clubs de Vannes. Je citerai aussi parce que on aurait pu faire quelque chose d'intéressant, c'était que ces dossiers rejoignent l'action un emploi à 1 euro de Yann Guillou, mais finalement c'était un peu compliqué de mixer les 2 types d'actions. Donc la Cornouaille aurait bien volontiers rejoint le système, mais le mixage des 2 nous paraissait un peu compliqué à mettre en place, donc ça ne s'est pas fait, mais l'action Cornouaille a toute son importance. Et à côté, il y aura d'autres clubs qui participeront à cette action Rotary avec la vie. Donc, en fin de parcours, s'il y a besoin ou des questions pourront être posées, ou par mail si vous voulez demain, mais en tout cas, il faut que cette action Rotary ADI vive et il ne faut pas que à certains endroits, ça puisse se planter parce que les liaisons locales se feraient mal, par exemple, comme c'est le cas, je crois, avec un des clubs du Nord-Bretagne. On va demander le témoignage de Lionel. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, au Club Doré, au Rotary Club Doré, Pays Doré, on a initié cette action en 2018-2019 en décidant de créer une bourse pour entrepreneurs d'un montant de 1 500 euros. Cette bourse est destinée aux porteurs d'un projet création ou développement d'entreprise qui est jugé bon par la plateforme ADI et mais qui ne pourrait se réaliser faute de fonds propres suffisants. Donc, on a contacté l'ADI pour ça. L'ADI, alors la problématique, c'est que l'ADI n'a pas de problème financier. Donc, on ne va pas prêter de l'argent à l'ADI. Mais c'est néanmoins l'ADI qui regroupe tous les fonds. Les montants financés vont de 2 000 à 10 000 euros avec une moyenne de 4 000 euros. Par ailleurs, le choix du projet à aider de cette façon lui pose un problème car inhabituel. De notre côté, nous ne pouvons pas verser 1 500 euros à l'ADI car ce montant serait réparti saupoudré dans tous les projets que monte l'ADI et que soutient l'ADI. Donc, sur le Pays Doré, nous voulions être directement donateurs sur l'entreprise.
Et en plus, le Rotary, c'est dans nos statuts, on doit connaître parfaitement la destination des sommes investies. Ça, c'est hyper important. Enfin, ce que l'on souhaitait, c'est que notre club Rotary Auray Pays de Ré et le Rotary, d'une façon générale, soient parfaitement identifiés comme donateurs auprès de l'entreprise, auprès des acteurs locaux et auprès de la presse quotidienne régionale. Donc, ça, eh bien, il faut qu'on trouve une entreprise débutante au Pays de Ré qui était en mal de fonds propres. Parce qu'il y a un petit effet de levier, grosso modo, c'est que quand on amène 10%, on obtient 90% de financement. Soit par un phénomène de don-subvention de fonctionnement, soit par un autre phénomène de don-subvention d'investissement ou d'équipement. Nous avons fait part aussi de notre souhait d'aider une entreprise dans un secteur qui serait plutôt le secteur social. Et donc, l'ADI nous a proposé une entreprise qui était dirigée par Madame Casimir, Gwendoline, qui s'appelle Gwen à votre service, qui est une entreprise de service à domicile. Cette entreprise a été suivie depuis le début de son démarrage par l'ADI avec la formation, le coaching, etc. Et cette entreprise avait besoin d'un don subvention de fonctionnement parce qu'elle pensait recruter une personne. Et il fallait lui avancer le premier mois de salaire. Eh bien, on a pris contact avec Madame Casimir, on l'a interviewée, on a discuté, on a échangé, et la décision a été prise par le club de lui verser ce don subvention afin de pouvoir verser son premier mois de salaire. Nous lui avons remis donc un chèque de 1 500 € à l'ordre de son entreprise, devant la presse locale, les acteurs locaux de l'économie et le staff de l'ADI. Et ensuite, on l'appelle tous les 3 à 6 mois pour savoir pour avoir des nouvelles. Pour avoir des nouvelles, savoir si tout se passe bien. Et au jour d'aujourd'hui, tout se passe bien. En conclusion, la petite entreprise de Mme Casimir, qui est charmante, qui travaille, qui est une grosse bosseuse, elle se porte bien. Son carnet de commandes est bien rempli. Et comme je dis, cerise sur le gâteau, elle a créé son poste, plus un CDI à temps complet, plus un CDD de 24 heures semaine. Et bien sûr, elle nous remercie de ce don, elle remercie le Rotary de ce don, et elle en parle autour d'elle. Et en fait, ce don a eu un énorme effet de levier. Et nous pensons au Rotary Club d'Auray que l'ADI est vraiment très, très pertinent pour mener à bien ce genre de dossier parce qu'il s'appuie sur la compétence du réseau ADI, mais aussi sur la détermination et le talent des gens qui sont les porteurs de projets. Donc, pour nous, c'est une opération extrêmement positive. Et je tiens à dire qu'au départ de cette opération, elle avait eu lieu sous l'égide de l'adjoint gouverneur, qui était Jacques Petit à l'époque. Et autour de la table, on avait mis cette idée de subvention pour les entreprises ou les TPE. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci Lionel, merci de ce témoignage très intéressant et merci Henri de nous avoir un petit peu décortiqué l'action ADI. Je ne doute pas qu'elle a séduit 12 clubs, pardon, et je ne doute pas qu'elle en séduise encore d'autres après les explications de ce soir. Donc merci beaucoup. Et le temps continue de courir. Et je vais passer la parole à Robert Jeanrin qui va nous parler de l'école de production. À toi, Robert. Oui, merci Jean-Pierre. Merci à tous. Bonne soirée. Bien, pourquoi l'école de production? En fait, c'est 3 sujets qui s'additionnent. Le premier point, c'est l'aide à l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté. Deuxième, action pérenne dans le temps. Parce que créer une école, c'est une action pérenne dans le temps. Et le troisième point, rapprochement du Rotary avec le monde de l'entreprise. Alors, pourquoi choisir l'école de production? Eh bien, une pédagogie concrète, centrée sur le jeune, dans le respect de sa personnalité, ça c'est le but. Plus de pratique que de théorie. On n'a pas besoin de savoir son niveau. Ce sont des jeunes de 15 à 18 ans. Ils ont la motivation, l'école de production peut les prendre. Les jeunes de 15 ans voient dans l'école de production la possibilité de se former à un métier dans un objectif d'excellence et d'obtenir un diplôme. Les anciens élèves confirment cet impact. On a 100% d'insertion professionnelle à la sortie de l'école et 24 heures de pratique professionnelle par semaine sur 36 heures. Donc 12 heures
de théorie et 24 heures de pratique. Les familles voient leurs enfants s'épanouir après des années difficiles de collège. Ça, c'est un plus. Ils sont rassurés de construire un avenir pour leurs jeunes. Plus de 85% des élèves sont confiants, au bout de quelques mois, à trouver un travail et un diplôme et une capacité à entrer dans la vie professionnelle. Et les entreprises voient la possibilité de collaborer à la formation de leur futur personnel qualifié. Parce que surtout dans le secteur où on s'est investi à Château-Gontier, c'est le secteur de la métallurgie, il y avait un manque d'ouvriers professionnels, beaucoup de départs en retraite. Et là, les entreprises voient la possibilité d'avoir des collaborateurs formés avec les outils modernes. 100% d'insertion professionnelle. Une pédagogie basée sur le principe de faire pour apprendre. Donc, les jeunes vont travailler, vont produire. Un modèle novateur, les jeunes sont acteurs à part entière. Avec leur maître pro, ils produisent, ils font de la sous-traitance pour les entreprises partenaires de l'école de production. Un seul maître professionnel par groupe d'élèves, de 8 à 12. Par leur production, la satisfaction, c'est la satisfaction du client. Ce ne sont pas les notes, il n'y a pas de notes. La satisfaction du client se substitue aux notes de l'école. C'est-à-dire leur production, si elle est bien faite, le client est content, et c'est ça leur note. Alors, c'est quoi l'intérêt pour le territoire? Des branches professionnelles, ils voient l'intérêt de leurs adhérents. UIM, en l'occurrence à Laval, le centre de formation a fermé en métallosoudure, l'UNEP, la FNBM, l'ENFA. Une solution pour des métiers en tension sur le territoire concerné, ce qui était le cas sur Château-Gontier pour la métallosoudure. Une offre de formation complémentaire et non concurrente des CFA. L'école de production, on est partenaire, on est obligé de participer avec l'éducation nationale. Et ils font qu'on ait l'aval de l'inspecteur d'académie. Donc, on a le lien pour la préparation pédagogique, on a le lien avec l'inspection d'académie. Les collectivités territoriales, qui ont le souci du lien social et du développement des acteurs économiques, soutiennent des 9 conseils régionaux pour l'école de production en France, de la FNEP en particulier. Et les soutiens, l'Institut de l'entreprise, la Fondation Total, on a L'Oréal aussi, reconnaissance de l'État par la loi promulguée en septembre 2018, le Tour de France des solutions et les territoires d'industrie, importants pour les investissements dans les écoles de production. C'est quoi les chiffres clés de 2019? Une réussite de 87% au CAP, au CAP. Ensuite, on peut les orienter sur un CQP et un bac pro. Et on a 87% de réussite au bac pro. 30 médailles d'honneur des meilleurs apprentis de France depuis 5 ans. 10 lauréats au concours général des métiers. Donc, c'est bien un CAP d'excellence. 5 à 6 offres d'emploi pour un élève en fin de scolarité. C'est ce qu'on a peur sur les premières promotions. Après, ça s'équilibrera. 18% des élèves sont des mineurs non accompagnés. 25% habitent en zone rurale et 50% sont des élèves issus de quartiers sensibles, de zones dites en difficulté. Voilà pour les écoles de production. Je vous ai fait un résumé succinct. Si certains souhaitent avoir plus de renseignements, j'ai un ou deux dossiers là-dessus et je peux avoir des contacts directs pour vous aider là-dessus. Parce que c'est un travail de longue haleine. Comment ça s'est fait? À Château-Gontier, la Métallique Vallée du Sud-Mayenne. C'était la rencontre d'industriels qui avaient besoin d'ouvriers qualifiés avec les outils modernes et avec le conseil régional. Donc, cette rencontre avec la présidente du conseil régional a eu lieu fin 2019 avec Christelle Morancet. Une première réunion s'est organisée avec les partenaires du Sud-Mayenne à la mairie de Château-Gontier avec Philippe Henry en juillet 2020. C'est là qu'ils sont venus nous voir au Rotary. J'ai accepté de participer avec eux pour voir ce qu'ils voulaient. Et puis, je me suis pris au jeu. Donc, on a fait une lettre de motivation à la FNEP fin août 2021, c'est la Fédération nationale des écoles de production. Production de l'étude d'opportunité fin octobre 2020. Là, on a défini nos besoins qu'on a envoyés à la FNEP. Création du comité de pilotage. On a eu 2 séminaires de préparation
à la création d'une école de production, création des statuts, qui a été l'élément essentiel, avec tous nos on a 18 à 20 partenaires sur le secteur du Sud Mayenne, du conseil d'administration et recherche de l'atelier pour la première promotion. À ce jour, on en est là. Les statuts sont faits. On a préparé un dossier de prélabellisation avec le comité de la Fédération nationale des écoles de production pour avoir la prélabellisation. C'est entériné depuis quelques jours. Donc maintenant, on est sur la voie de lancement pour l'embauche d'un directeur pour septembre 2021, le maître pro pour la fin de l'année 2021 et ouverture de l'école de production de la Métallique Vallée Sud-Mayenne en janvier 2022 avec un démarrage officiel de l'école de production de Château-Gontier début septembre 2021. Voilà le résultat des écoles de production. Voilà les écoles de production et où on en est sur l'école de production de Château-Gontier. Ce qui est important, c'est un sujet pérenne. On prend 8 à 12 élèves par année qu'on met dans une promo avec un maître pro sur 2 ans, un CAP professionnel d'excellence sur 2 ans. Et après, s'ils veulent continuer, s'ils ont la possibilité, on continue. Et les entreprises se sont engagées à embaucher les premières promotions. Donc, c'est vraiment le contact du social, de l'insertion professionnelle pour les jeunes en difficulté et puis le rapprochement avec le milieu du travail pour le Rotary. Merci Jean-Pierre. J'étais court, hein, j'ai accéléré. Hein. Très bien, très bien Robert. Merci de cette belle action qui ne nous était pas connue jusque-là et tu viens de nous la révéler, viens de la révéler à tous nos clubs et je pense qu'elle va faire des émules. En tout cas, pour toutes les questions, adressez-vous à Robert. Hein, qui est et ça peut se faire dans tous les domaines. Hein. Ça peut être la métallo-soudure, la pâtisserie, la boulangerie, tout le domaine. Il y en a 35 en France à l'heure actuelle. Merci Robert. Voilà. Bien, on arrive tout doucement à la fin de cette session. Donc, je laisse la parole à notre gouverneur qui va nous parler rapidement des avantages de l'action professionnelle et de l'ensemble des actions dont on vient de parler aujourd'hui. À toi, Jacques. Merci. Et, on a entendu franchement des choses magnifiques. Hein. Il y a des projets qui sont vraiment extraordinaires. Effectivement, je trouve que l'action pro, ça a bien des avantages. Bon, pour les bénéficiaires, ça tombe sous le sens, mais ça a bien des avantages aussi pour nous, pour nos clubs, pour le Rotary. Je trouve que le premier des avantages, ça a été souligné à plusieurs reprises, mais c'est de rapprocher le club du milieu professionnel. Et en ce sens, on va améliorer la visibilité des clubs. Et si on prend même l'exemple du secteur 8, le secteur autour de Quimper, la Cornouaille, où pratiquement tous les clubs participent à la même action, eh bien, il est clair que dans ce secteur, j'imagine qu'il n'y a pas un banquier, il n'y a pas un syndicat professionnel qui ne sait pas que le Rotary s'intéresse au milieu de l'entreprise. Donc, on améliore la visibilité des clubs. Et c'est d'autant plus important que finalement, c'est souvent dans ce milieu de l'entreprise que le Rotary cherche à recruter de ses membres. Le deuxième gros avantage que je trouve à cette action professionnelle, c'est que c'est manifestement attractif pour les jeunes professionnels. Alors pourquoi? Parce que c'est une occasion pour eux, je pense, de mettre en évidence, mettre en valeur leurs compétences quand ils s'investissent dans des actions comme celle-là. C'est aussi pour eux certainement l'occasion d'échange et de transmission de compétences entre les différents partenaires qui sont en cause. Et puis, c'est aussi pour eux certainement élargir leur réseau professionnel. Et même si on n'est pas dans un business, dans un club business, il est clair que comme tout professionnel, on a besoin d'avoir un réseau, on a besoin quand on est jeune de se créer un réseau. Donc, au total, je pense que c'est certainement une source de satisfaction pour les membres, les jeunes membres qui s'investissent dans cette action professionnelle. Et il ne faut jamais oublier dans un club de penser à la satisfaction des membres du club. Après, il y a un troisième gros avantage que j'y trouve, c'est que c'est une action qui a véritablement du sens.
vous avez écouté comme moi tout ce qui a été dit là avant nous, ce qui vient d'être dit par Robert, ce qui vient d'être dit par Auré, ce qui a été fait au niveau des jeunes. C'est véritablement une action qui a du sens. Et on est vraiment en accord avec les valeurs fondamentales du Rotary, à commencer par le service. Hein, et notre devise, c'est quand même servir. Et donc, c'est la mise en application directe de la vision du Rotary, que je vous laisse relire. Et puis, c'est une action qui fédère, qui peut fédérer dans le club. Et on a vu qu'à Vannes, dans notre club, il y a 12 ou 14 personnes qui se sont spontanément, volontairement déclarées actives pour cette commission, ce qui est quand même pas toujours comme ça. Et puis aussi, on s'aperçoit qu'on arrive à fédérer autour de l'action, autour du club, parce que les contacts qui ont été pris avec les commissions locales, avec l'ADI, etc., sont manifestement des contacts d'excellente qualité. Donc, et je pense que les contacts avec l'université à Brest sont aussi bons. Donc, c'est quelque chose qui fédère. Et puis, à partir de là, je pense qu'on va pouvoir communiquer relativement facilement. Alors, finalement, si on a une action qui a du sens, vous m'avez déjà entendu là, si on avait une action qui a du sens, si vous avez une action qui fédère et si vous avez une action qui vous permet de communiquer, eh bien, véritablement, vous allez devenir un club attractif. Et un club attractif, c'est un club qui recrute. Donc, franchement, je pense que c'est véritablement intéressant. Il y a d'autres petits avantages non négligeables. C'est une action qui est une action locale, et on sait qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent avoir une action locale. On l'a vu tout à l'heure, c'est une action qui permet aussi l'ouverture vers l'interclub. C'est l'ouverture aussi, je peux même dire, c'est un bon ticket d'entrée pour aller vers des milieux qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Et je pense au milieu scolaire, au milieu universitaire. Et puis, Jérôme l'a dit aussi, et puis Jean-Pierre l'a dit aussi, ça permet d'animer les clubs, d'animer les réunions de nos clubs. Donc, au total, je trouve que c'est véritablement avantageux. Bon, pour les bénéficiaires, c'est clair, mais c'est avantageux aussi pour nos clubs qui peuvent devenir plus attractifs. Et rendre des clubs plus attractifs, c'est assurer la pérennité des clubs dans le temps, c'est assurer l'avenir des clubs. Donc moi, franchement, je trouve que l'action professionnelle, c'est vraiment une action super et j'encourage tout le monde à rentrer dans l'action professionnelle. Merci Jacques, merci gouverneur. Est-ce qu'on a une petite place maintenant pour les questions-réponses? Jean-Luc? Oui, bonsoir à toutes et tous. Alors, on avait reçu deux questions par mail en amont du webinaire. Donc, mais je vois que la personne, on a reparlé également dans les questions ce soir, c'est Annie Mercier du club de Cancale sur les rencontres avec l'ADI. Donc, deux membres du club de Cancale ont rencontré vendredi 5 mars Élodie Soret de l'ADI de Saint-Malo. Le rendez-vous s'est très bien passé. Toutefois, lors d'une relance téléphonique, Élodie Soret dit dépendre de sa responsable qui traite directement avec le Rotary au niveau du district. En conclusion, depuis le 5 mars, cette rencontre qui avait permis de poser les bases d'une collaboration est restée sans suite. Donc, je pense que Henri Julien peut peut-être répondre à la question. J'ai vu qu'il y faisait allusion tout à l'heure. Oui, j'ai répondu déjà à Annie Mercier, mais c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant. Madame Kerzero ni moi n'avons la moindre intention de bloquer quoi que ce soit au niveau du district. Et c'est vrai que si Madame Kerzero a voulu un peu piloter l'action au niveau global, un peu comme on va dire, je l'ai fait pour le district, mais les initiatives locales sont à encourager. Ce qui m'avait semblé, et ça je vais m'en assurer dès demain matin, c'est que Madame Kerzero me disait qu'elle n'avait pas de dossier à nous présenter à Cancale. Alors, bon, il faut peut-être élargir un tout petit peu, ça peut peut-être être Cancale-Saint-Malo. Je vais voir avec elle demain parce que ça serait dommage qu'un club ne puisse pas participer alors qu'il est partant parce qu'on n'aurait pas de dossier. C'est vrai qu'il faut trouver des dossiers qui soient un petit peu dans l'axe de ce qu'on avait dit, c'est-à-dire des dossiers un peu comme l'a dit Lionel Lebrun, c'est-à-dire un peu des dossiers dans le social, des jeunes entreprises qui faillent aider soit pour de l'investissement, soit pour redémarrer après le Covid. Mais je ne doute pas qu'on va trouver des dossiers. Donc, je m'en occupe dès demain matin parce que pour les autres clubs, c'est en route. Là, il faut que ça roule. Merci Henri.
Autre question de la même personne qui s'adresse à Jérôme. Les relations avec les business schools sont mises en avant dans le courrier d'information sur le webinaire. D'autres jeunes avec des profils plus fragiles, bac professionnel, section de technicien supérieur, mériteraient d'être évoqués. Alors, je pense que Jérôme est complètement d'accord là-dessus. Après, c'est la problématique d'avoir suffisamment de monde pour coacher. Oui, c'est exactement ça. Hein. Comme en faisant appel à tous les clubs du secteur, on a réussi à trouver même pas suffisamment de coachs pour le Brest Business School, mais on a, notamment avec le Rotaract, on a eu des témoignages indiquant bien qu'il y avait beaucoup d'autres jeunes qui avaient des besoins sans doute plus criants que Brest Business School, mais on ne peut pas tout faire. Donc, on s'est contenté de faire ce qu'on pouvait faire. On peut déplorer de ne pas faire plus, c'est sûr. Si plus de monde nous rejoignait, on pourrait faire beaucoup plus. Dès qu'on aura plus de coachs et plus d'actions possibles, on le fera. Merci. Merci Jérôme. Il y a une question de Pierre Romé du club de Combourg, si j'ai bien compris, Combourg-Dole. C'est bien ça. Les écoles de production qui s'adressent donc à Robert Jeanvrin, les écoles de production sont des créations nouvelles. Pouvons-nous travailler avec des écoles pro existantes? Alors, des écoles pro, je ne sais pas. Des écoles pro existantes, s'il y en a une sur leur secteur, mais je n'en connais pas sur la Bretagne. Il y en a une à Vannes, il y en a dans les Pays de Loire, mais il n'y en a pas d'existante actuellement sur la Bretagne. Ouais. Alors, Pierre Romé peut éventuellement mais il m'envoie un petit mail. Robert Jeanvrin. Oui, il me téléphone, il m'envoie un mail et puis je lui ai des renseignements plus précis. Ok, merci beaucoup. Sinon, dans la discussion, on a eu mais je vois que Rachid a répondu à tout le monde, donc c'est bon. Notamment sur la disponibilité des vidéos et du webinaire. Donc, toutes les présentations seront disponibles sur le site du district. La vidéo de ce webinaire également, d'ailleurs. On avait des questions aussi. On a été jusqu'à 58 participants à ce webinaire. Voilà, et je pense avoir fait le tour. Il y a quelqu'un, je crois, Philippe Redon, qui a levé la main. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Je ne sais pas, je lui ai donné la possibilité de… Non, Philippe de Redon. Oui. Alors, il peut peut-être poser la question par écrit ou par chat. Je peux parler ou… Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais. Oui. Non, au passage, donc à Redon, on va faire aussi une opération coup de pouce. Moi, j'ai un contact avec l'agence d'attractivité et de développement, qui est une structure mixte agglomération et entreprise. Et effectivement, on a 8 candidates qui ont soit créé leur entreprise l'année dernière et participé à un concours Eclose, ou alors qui sont en mentoring avec des groupes femmes. Voilà. Donc, voilà. Il nous reste, donc j'ai 8 candidatures et on va faire la sélection très prochainement. Merci. Merci pour ton témoignage. On a entre-temps une question qui est plus une remarque, un commentaire d'Afif Daher, qui est du club de Rennes, président élu du club Rennes-Brocéliande. Chers amis, je suis très agréablement surpris par la pertinence et la diversité des actions entreprises. C'est pour moi, en tant que président élu, une source d'inspiration pour l'année à venir. Bravo, je vous en remercie. On peut peut-être élargir cette remarque à tous les présidents élus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des questions et des discussions. À ma connaissance, on a fait le tour. Merci à vous. Bon, merci Jean-Luc. Merci à tous pour ces questions. Et n'hésitez pas à en poser puisque vous avez l'adresse mail sur le site du district à qui vous pouvez poser les questions et on y répondra. Voilà. Bon, le mot de la fin maintenant doit revenir à notre gouverneur, à Jacques.
Oh, écoute, merci Jean-Pierre. Alors, juste un petit mot. Je trouve que la participation de Redon est tout à fait intéressante et on peut dire à tous les clubs que effectivement les bonnes idées ne demandent qu'à être copiées. Et s'ils veulent les partager, écoutez, franchement, bienvenue, bienvenue. Et c'est donc de ces échanges que naîtront les plus belles actions. Alors, quelques mots. D'abord, je veux remercier la commission Action professionnelle dans son ensemble. Je renouvelle mes remerciements à Jean-Pierre Ripoll, son premier président, et à Jérôme qui va prendre le relais. Voilà. Et puis, je remercie aussi particulièrement Julien qui s'est bien démené et qui nous a amené avec une action, avec l'action Rotary Adi, une action pleine de sens, simple, efficace et qui me permet de pouvoir amener au club autant qu'aux bénéficiaires des avantages certains. Moi, je vois beaucoup dans cette action ADI quelque chose qui est vraiment… on est dans l'humanitaire, je dirais presque. Hein. On est dans le social, on va dire. On est dans le social. Le microcrédit, c'est vraiment, certes, un instrument de développement, mais c'est un instrument aussi de développement social et qui permet aux gens de se tirer d'affaire par la simple force de leur travail. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de très fort. Et puis, merci à tous les membres, Hervé, Jiquel, Patrick Rolandin, Jean-Luc Chaplet. Voilà, merci, vous avez tous participé beaucoup. Et cette commission a été vraiment très agréable, très efficace et je lui souhaite longue vie. Je tiens à dire d'ailleurs que les trois gouverneurs suivants, à savoir Michel Pagnatoulouse, Béatrice Orliaguet et Robert Jeanvrin, ici présents, ont tous manifesté leur intérêt pour cette commission et assuré de leur soutien. Voilà, merci aussi à vous tous qui êtes là ce soir et qui manifestez votre intérêt pour cette action professionnelle qui, je pense, est source de vitalité et même de renouveau pour